Qu'est-ce qui est même possible ici? Pourquoi ces ramifications? Et parce que, eh bien, vous avez mentionné Huckabee, il peut affirmer ouvertement qu'Israël peut prendre la moitié du Moyen-Orient s'il le souhaite. C'est acceptable. Je veux dire, c'est un pays qui est essentiellement le garant de la sécurité de tous ces États, lesquels sont maintenant menacés par cette même puissance. Et maintenant, nous voyons les alliés des États-Unis dans la région être à nouveau attaqués. Ce n'est pas idéal pour la crédibilité américaine, ni pour l'idée qu'elle est toute puissante. Si l'Amérique échoue dans cette entreprise visant à détruire l'Iran ou à provoquer un changement de régime, cela pourrait se reproduire encore une fois. Quelles en seraient les conséquences? Parce que ces efforts pour restaurer la domination américaine, il semble que les États-Unis aient tout misé dessus. Que se passe-t-il si cela échoue? Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner ici. Cela échouera d'une manière ou d'une autre, car 4% de la population mondiale ne peuvent pas diriger le monde. Le postulat ici est le même que celui de l'Empire britannique à la fin du 19e siècle. J'ai récemment lu un discours de Joseph Chamberlain, qui dirigeait le Colonial Office en 1897, affirmant que la Grande-Bretagne dominerait le monde aussi loin que l'œil puisse voir. Et bien sûr, 50 ans plus tard, il n'y avait plus d'Empire britannique. La même chose arrivera aux États-Unis. C'est une fin de partie. Ce n'est pas une véritable affirmation d'hégémonie mondiale, mais c'est la même arrogance aujourd'hui. Et en général, ces guerres, et celle-ci a de très fortes chances de devenir une guerre mondiale, en réalité, que Dieu nous vienne en aide si elle devient nucléaire, car ce serait la fin du monde. God help us if it turns nuclear, because that's the end of the world. But a world war. Mais selon certains, une guerre mondiale est déjà en cours, car il existe actuellement des conflits interconnectés dans toutes les régions du monde où les États-Unis s'ingèrent. Mais encore une fois, les États-Unis ne peuvent pas diriger le monde. Ils n'ont ni la domination économique, ni technologique, ni militaire pour le faire. Et le reste du monde ne veut pas non plus être dirigé par les États-Unis. Il n'y a aucun moyen pour les États-Unis d'imposer un régime pro-américain stable en Iran. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas en 1953, lorsque le MI6 et la CIA ont fait cela et instauré un État policier en Iran. Cela n'arrivera pas. L'Iran possède sa propre société civile. Qu'il soutienne ou non le gouvernement actuel n'a pas d'importance. C'est un pays de 100 millions d'habitants, avec une histoire de 5000 ans, et il ne sera pas dirigé par les États-Unis ou Israël, sans troupes sur le terrain, par un intermédiaire situé à des milliers de kilomètres. Les États-Unis se sont mis dans une sacrée merde aujourd'hui, si je peux parler franchement. Nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite. Peut-être qu'ils vont tuer beaucoup de gens dans les prochains jours et déclarer un grand succès. D'après les informations, ils ont déjà tué 40 écolières dans un bombardement près de Téhéran. Mais il n'y a aucun moyen que cela permette réellement d'atteindre des objectifs stratégiques à long terme. Les États-Unis eux-mêmes ne sont pas assez stables pour y parvenir. Trump est, bien sûr, une figure profondément polarisante et très impopulaire. Son taux d'approbation va certainement baisser dans les mois à venir, même si parfois, après une attaque, il remonte légèrement. Je ne pense même pas que ce sera le cas ici, car le public américain était fermement opposé à cela. Nous entrons dans nos propres élections en novembre, que Trump pourrait tenter de subvertir, car il parle ouvertement de fédéraliser ou de nationaliser les élections, ce qui signifierait une fraude massive. Donc c'est une situation très instable, un détonateur, ou plutôt une mèche, pour le dire autrement. Une mèche a été allumée qui aura des conséquences de guerre dans de nombreuses régions du monde. Pensez aussi au Pakistan, une puissance nucléaire actuellement en guerre ouverte avec l'Afghanistan. Qu'est-ce que cela signifie? D'où cela vient-il? Quel est le rôle des États-Unis là-dedans?
Je soupçonne que le rôle des États-Unis est bien réel, en fait. Donc je pense qu'il y a là beaucoup d'éléments très déstabilisants. Et l'idée qu'il s'agisse d'une guerre de 12 jours et qu'un nouveau régime iranien arrive, aimant Israël et les États-Unis, est une pure fantaisie. Comment voyez-vous la réaction des alliés de l'Amérique? Car il n'y a pas si longtemps, nous avons vu le Premier ministre du Canada, Carney, dire que l'ordre fondé sur des règles avait toujours été en partie une imposture, que nous avons plusieurs ensembles de règles et que nous appliquons celles qui nous arrangent. En somme, il commençait à avoir le courage de tenir tête aux États-Unis. Ce n'est plus vraiment le cas. Il semble désormais totalement aligné sur cette guerre. Et l'Union européenne, vous savez, elle n'a rien publié sur les réseaux qui puisse même être interprété comme une critique des États-Unis. Pas un seul commentaire critique. Alors comment? Et cela, encore une fois, après que les États-Unis ont également jeté leur dévolu sur le territoire de l'UE-même. Comment comprendre cela? Pourquoi? Est-ce simplement de l'obéissance pure ou bien de la haine envers l'Iran? Où sont les principes? Où sont les règles? Où est le droit international? C'était censé être l'avantage. On nous avait dit, après la guerre froide, que l'hégémonie de l'Occident apporterait des règles internationales, des principes, des valeurs placées au-dessus de la politique de puissance brutale. Et pourtant, nous en sommes là. Pas un seul commentaire critique. Non, je n'ai pas encore vu de commentaires critiques. Kaya Kalis dénonce à nouveau Bruxelles comme étant presque fasciste, d'ailleurs. L'attaque vise l'Iran, pas les États-Unis pour avoir lancé une agression préméditée. Pas un mot là-dessus. Carney me choque franchement aujourd'hui, extrêmement décevant. Bien sûr, je n'ai lu qu'une seule déclaration, je ne connais pas le contexte complet, mais d'après ce que j'ai lu, au moins, Carney a soutenu les États-Unis, l'Australie a soutenu les États-Unis. Maintenant, je pense qu'il est vrai que si l'on additionne les populations des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne et de l'Australie, on peut le faire 380, 450, encore 450, 900, on atteint peut-être 1 milliard de personnes, ce qui correspond au monde des Blancs, si je puis dire, le monde occidental, tout enthousiaste dans son attaque contre l'Iran aujourd'hui. Ça représente environ 12,25% de la population mondiale, nombre précédent occidental. We hear that because this is our Western world. The Western world dominates the media, especially the English. Le monde occidental domine les médias, en particulier les médias anglophones. Mais je ne pense pas qu'il soit du tout représentatif de l'opinion mondiale. Il est choquant que l'idée de base des États-Unis soit que l'Europe est une région vassale dont il n'y a pas lieu de se préoccuper. Et von der Leyen et Kallas sont nos vassals. Ce sont des porte-paroles inutiles des intérêts américains. Le Canada avait montré un semblant d'indépendance, mais apparemment il l'a perdu à nouveau aujourd'hui. L'Australie, cela ne me surprend pas. Elle fait partie du monde britannique, et cela ne me surprend vraiment pas. Il y a beaucoup de haine anti-musulmane. Il y a beaucoup de haine anti-iranienne. Peut-être que cela remonte à Hérodote et aux guerres médiques. Mais ce sont des stéréotypes absolument grotesques et pourtant bien réels. Il y a beaucoup d'ignorance dans le monde blanc à propos du reste du monde, et c'est exactement ce que nous voyons en ce moment. Il existe également une emprise sioniste très forte sur ces gouvernements. Ces gouvernements sont subornés par Israël, ils sont victimes de chantage de la part d'Israël, ils sont corrompus par Israël, ils possèdent des systèmes d'armes et des opérations de renseignement en collaboration avec Israël. Ils utilisent Pegasus et d'autres outils d'espionnage. Il y a donc ici une alliance militaro-industrielle très puissante, dans laquelle Israël joue en réalité un rôle de protagoniste, et non simplement celui d'un autre membre du club hégémonique américain. Une partie de cela est pro-israélienne, et cela relève aussi de la politique intérieure.
Lorsque Trump a prononcé son discours sur l'état de l'Union, il n'y a eu qu'une seule ovation debout au Congrès, et c'était lorsqu'il a parlé du caractère malfaisant de l'Iran. Le Congrès des États-Unis est possédé et dirigé par le lobby sioniste. Ce n'est pas une exagération, c'est simplement un fait littéral. Chaque membre du Congrès peut vous l'expliquer. S'ils s'écartent de la ligne du lobby, ils subissent des représailles. Ils se retrouvent face à des adversaires lors des primaires, ils sont vilipendés. S'ils se conforment au lobby pro-israélien, ils reçoivent des avantages, des voyages, des bénéfices, des contributions de campagne et autres récompenses. Et cela est lié à la CIA, au Mossad et au complexe militaro-industriel qui détient un pouvoir omniprésent. C'est lui qui dirige les États-Unis. En réalité, nous n'avons pas un système constitutionnel démocratique. Nous avons un complexe militaro-industriel qui dirige la politique étrangère américaine dans le monde, et il est profondément intégré à Israël. C'est donc une autre raison de ce que nous observons en ce moment. Mais le choc, c'est qu'on assiste à une attaque effrontée, préméditée, d'une violence et d'une vulgarité extraordinaire contre l'Iran, et que l'Europe se lève en disant « très bien », suivi du Canada et de l'Australie, et sans doute de quelques autres. Cela montre le genre de monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il semble qu'il n'y ait plus aucun principe. Et Trump veut aussi prouver que nous vivons dans un monde de gangsters. Et il veut être le gangster numéro 1.